Attention, Émile, derrière vous! Ça ne prend pas, Simon. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper. Ouais, donc bonjour à Malric, donc on fait ce Salut, petit format, nouveau format, donc vous nous direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais l'idée ça va être de parler d'une chose qui nous rassemble sur cette chaîne, et puis depuis le début qu'on travaille ensemble. L'idée c'est de savoir pourquoi c'est difficile, voire dans certains cas impossible, d'obtenir une rupture à l'amiable ou une rupture conventionnelle quand on est seul ou quand on se lance seul. Et on va prendre du coup en exemple le cas d'Amalric, qui lui à l'origine s'est lancé seul, et vous allez voir qu'il a galéré. Donc Amalric là... J'aimerais bien avoir ton avis sur ça. On sait qu'il y a beaucoup de ruptures conventionnelles tous les mois, tous les trimestres. Hein, on parle de 500 000 encore en premier trimestre. Mais finalement, le truc, c'est que la plupart de ces ruptures conventionnelles, c'est à l'initiative de l'employeur. Hein. Donc finalement, celle-là, elle ne compte pas. Parce que quand on est en rupture conventionnelle à l'initiative de l'employeur, ce n'est pas du tout le cas qui nous intéresse. Aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser uniquement au cas des négociations provoquées, c'est-à-dire quand vous voulez partir, pour être simple. Donc, qu'est-ce que toi tu penses du rapport de force là au sein de l'entreprise et qu'est-ce que ça change là finalement dans une négo quand on est seul là? Alors déjà, ce que ça change quand vous prenez une rupture conventionnelle proposée par l'employeur, finalement c'est comme un licenciement, c'est que vous prenez une claque. Soit vous êtes un mauvais élément, soit vous comprenez qu'on veut se séparer de vous. Et donc en fait déjà, c'est un vrai point, c'est que les gens qui ensuite bénéficient du chômage, eux ont une pente à remonter. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils encaissent le coup. Vous, quand vous voulez partir en bon terme à l'amiable, déjà, la chose est la suivante, c'est de se dire, ok, maintenant, il faut que j'arrive à faire en sorte que l'employeur en face de moi soit d'accord. Et donc, il faut que finalement, je rentre dans une négociation. Et donc, comment on fait? C'est ça le plus dur. Ouais, pour moi, c'est ça le plus dur. Qu'est-ce qui ferait qu'ils veulent bien s'asseoir à la table de négociation avec toi? Et c'est ça le plus dur. En fait, le truc qui est dingue, c'est de se dire, non, mais je vais aller discuter avec eux. En fait, discuter avec eux, on peut discuter. La porte du RH est ouverte, la porte du manager est ouverte. Finalement, tout le monde peut discuter, mais on peut aussi brasser de l'air. Donc, le nerf de la guerre, c'est de se dire, ok, comment finalement je vais pouvoir tirer la couverture à moi? Parce que le but, c'est que moi je sorte et pas qu'eux me disent, comme ils le répètent à chaque fois, si t'es pas content, Amalric, la porte est grande ouverte, donc tu peux y aller. Dans mon cas, finalement, moi ça m'a pris le temps d'une grossesse, ça a pris plus de 9 mois, et j'étais dans un grand groupe, et franchement, il y avait tous les obstacles possibles, imaginables, pour pouvoir partir avec une rupture conventionnelle, parce qu'en fait, c'était la thématique. C'est en mode, on ne paye pas les gens à partir. Donc, si vous n'êtes pas content, vous partez. Et puis, pourquoi on vous paierait vous et pas les autres? Et puis, de toute manière, si vous, on vous la donne, il faudra donner à tous les autres. Donc, c'est ça qui est dur. Et dans ce cas de figure, vous avez beau vous dire, ouais, mais moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et à un moment, en fait, ils ne vous écoutent pas parce que vous n'êtes pas le premier, vous n'êtes pas le dernier à leur demander. Et c'est ça, finalement, qui est compliqué. C'est essayer d'arriver à trouver un moyen, prendre de la hauteur et se dire, OK, comment j'aborde le sujet, avec qui? Et surtout, ensuite, comment j'arrive à mettre différents systèmes en place ou différentes actions en place pour avoir en fait l'oreille attentive de certains et ensuite pouvoir être en mesure de discuter, parce que c'est à ce moment-là qu'on discute, et ensuite de parler aussi chiffres, parce qu'il y a aussi un sujet, c'est combien on part. C'est ça, obtenir le oui dans un premier temps, puis ensuite. Mais déjà, je prends un exemple concret là. Quand on demande une augmentation de salaire, c'est déjà difficile d'y aller, déjà passer la porte alors qu'on a les bons résultats, qu'on a fait nos évaluations annuelles ou autre. C'est un petit peu c'est une petite négociation par rapport à celle de départ. Hein. C'est pas très compliqué d'aller chercher 5-10%, parce que finalement on a des objectifs chiffrés. Et donc, là, si tu devais faire une comparaison entre les deux, là, qu'est-ce qui change dans une négociation de départ? Parce que finalement après l'entreprise, vous allez vous séparer entre une négociation de départ et une négociation d'augmentation de salaire, là, finalement, qui est la plus courante. Ouais. Négociation de salaire, c'est voilà ce que je vaux par rapport aux objectifs, je les ai atteints, je vaux plus, je vous rapporte plus que prévu, ou je suis meilleur, j'ai de manière qualitative ou quantitative, j'ai tout atteint ou je suis meilleur, donc je mérite rétribution et remettez-moi les objectifs à la hausse pour que finalement je continue à progresser. Ça, c'est augmentation de salaire. C'est un peu bête et méchant. Mais s'ils veulent pas, du coup, parce que dans les deux cas, en fait, il peut y avoir des refus. Ouais, alors ça, ils veulent pas, il faudra avoir une approche. Mais là, si je compare, ça c'est la partie pour l'augmentation de salaire. Pour la rupture conventionnelle, c'est finalement montrer que la personne qui est en face de vous, donc que ce soit le RH, votre boss et tout, il ne va pas y perdre au change pour la simple et bonne raison qu'en fait, vous désorganisez l'entité, vous désorganisez la BU dans laquelle vous êtes, vous désorganisez le département. En fait, quand on part, ou quand on veut partir, surtout quand on a un bon élément, on s'en va, il faut nous remplacer, il faut retrouver quelqu'un, donc ça prend du temps, ça coûte de l'argent, il faut faire passer les entretiens, il faut le former, puis ensuite il faut qu'il soit capable d'arriver au moins à votre niveau. Et en plus de tout ça, on vous a payé, donc vous avez désorganisé et vous avez coûté cher.
Donc c'est pas du tout la même approche. Il y en a une, c'est vraiment une approche plutôt mathématique. Quand la rupture conventionnelle, ça va être une approche vraiment diplomatique sur bah voilà, comment finalement j'arrive à faire en sorte que ce soit aussi intéressant pour l'interlocuteur qui est en face de vous. Parce que finalement, l'augmentation de salaire, c'est plutôt un reward, c'est un peu une récompense. La rupture conventionnelle, c'est pas du tout une récompense. C'est pas parce que vous avez bien travaillé qu'on va vous donner une rupture conventionnelle. C'est pas parce que vous entendez bien avec votre boss qu'on va vous donner une rupture conventionnelle. C'est pas parce que finalement vous avez un projet qu'on va vous donner une rupture conventionnelle. Ça, c'est votre vie. Finalement, vous êtes payé à avoir du bon résultat et être dans cette boîte. Et si vous êtes un bon élément, on continue finalement à se dire bah, cette personne-là nous rapporte plus que ce qu'elle nous coûte, donc on veut continuer à bosser avec elle. Et quel conseil tu donnerais aux personnes qui sont tentées par le chantage à bah oui, bah, puisque c'est comme ça, je vais lever le pied et finalement bah, je vais me désengager, je vais me démotiver, ou alors même pire encore, bah, je vais me mettre en arrêt puis on verra bien ce qui se passe. Bah déjà, se désengager, déjà c'est un état d'esprit. En fait, si vous êtes un bon élément, est-ce que vous êtes capable, vous, de vous dire je me désengage et puis je pars au bras de fer? Je pense que personne n'y gagne. Déjà, vous allez vous dévaloriser, ça ne va pas être dans votre attitude normale. Après, il y en a qui n'ont pas peur, qui n'ont pas froid aux yeux de se dire bah, j'y vais, je vais au clash ou éthiquement parlant, je fais des choses qui ne me correspondent pas. Pour ce qui est de l'arrêt maladie, finalement, c'est vraiment pas une bonne idée pour la simple et bonne raison qu'en fait, l'employeur ou votre boss ou le RH, peu importe, votre boss, il va se dire ok, tu te mets en arrêt maladie, pourquoi? Bah parce qu'on t'a refusé. Et donc en fin de compte, tu pars au bras de fer. Et à votre avis, est-ce que le boss, il va être plus enclin à se dire ah oui, c'est vrai, elle souffre ou il souffre, donc je vais l'aider à sortir? Ou alors il va se dire mais attends, tu veux partir au clash? Ou alors je vais me servir de ton cas pour être un bon exemple et montrer que moi je serre la vis. Le truc, c'est que l'arrêt maladie, en plus, c'est même pas l'employeur qui paye l'intégralité de votre salaire. Donc au final, s'il veut attendre, bah, il attendra. Donc vous êtes tout seul chez vous, vous n'êtes pas sûr de pouvoir sortir la tête haute et surtout, vous n'êtes même pas sûr de pouvoir partir. Parce que bah, quand vous êtes en arrêt maladie, bah, il y a un moment, bah, vous êtes bloqué et on négocie pas quand on est à distance. C'est pas possible. Donc finalement, il y en a qui sont à l'aise avec ça. Moi, je suis pas à l'aise. C'est pas du tout ce que je recommanderais. Et puis finalement, peu importe le projet qu'on a derrière, parce qu'il faut aussi penser à moyen voire long terme, qu'on veuille devenir entrepreneur, qu'on veuille finalement changer de boîte ou changer de secteur, ou alors se faire une reconversion, peu importe, il y a un moment en fait on tourne la page. Et donc c'est quand même mieux de partir sans négativité, on essaie de partir en bon terme, la tête haute. L'idée vraiment c'est de se dire, bah, j'ai négocié et je gagne l'estime de la personne qui est en face de moi, qui finalement à la fin est d'accord pour me serrer la pince et me dire ok, on est tombé d'accord sur une négociation. Mais se dire, bah en fait, on s'envoie des cailloux et puis on part au bras de fer, bah, finalement, c'est sûr que ça fait pas avancer le schmilblick. Nous, ce qu'on voit, c'est que finalement, les arrêts maladie ou alors l'attitude du désengagement, bah, ça fait pas avancer le schmilblick. Vous n'allez pas avancer plus vers votre objectif qui est la sortie ou alors l'augmentation de salaire. C'est plus une logique conflictuelle. Donc, par contre, là, cette situation où on se dit, on peut y avoir plusieurs cas. Finalement, on peut avoir envie de sortir pour plein de raisons, parce que finalement, on voit qu'on n'évolue plus dans la boîte, ou qu'ils n'ont rien à nous proposer, ou qu'on a fait le tour de son poste, et que on a assez donné, qu'on a envie de passer à autre chose, ou alors tout simplement parce que ça se passe plus très bien avec les collègues ou avec notre boss. Quel impact, là, cette situation, ou de rester longtemps dans cette situation-là, ça a, selon toi, là, sur la vie pro, mais aussi sur la vie perso, parce que j'imagine qu'à la maison, c'est pas aussi facile. Ouais, mais ça c'est certain. Pour l'avoir vécu en plus, vous rentrez chez vous, vous avez passé pas forcément une bonne journée, et puis plus vous restez, plus c'est dur, et vous trouvez toujours des raisons pour dire non, mais en fait c'est pas si mal, mais vous avancez et vous vous rendez compte qu'en fait les choses ne changeront pas, finalement vous vous retrouvez à nager à contre-courant, donc ça vous plaît plus, vous êtes plus bien dans votre poste, même si les conditions sont réunies. On n'est pas loin du boulot, on a un bon salaire, finalement les collègues sont cool, on fait du télétravail et tout, mais c'est juste qu'à un moment en fait on se sent plus bien, et dès que vous rentrez chez vous, finalement ça se ressent directement. Vous avez, vous en parlez, vous êtes un peu, vous êtes tendu. Vous avez quand même des mots parfois un peu forts, soit vis-à-vis de votre boss, soit vis-à-vis de vos collègues, soit vis-à-vis de l'entièreté même de l'entreprise ou de l'industrie. Et en fait, vous êtes tellement là à ressasser en disant mais comment je fais pour rester là, ou alors comment je pourrais bien faire pour partir, qu'en fait, à un moment, vous saoulez les autres. Littéralement, vous saoulez votre femme, vous saoulez votre conjoint, vous saoulez vos proches, parce que vous vous répétez à chaque fois non mais bon, c'est bon, j'en ai marre, il me saoule. Vous êtes très critique. Et finalement, en fait, c'est que des ondes négatives pour vous, mais aussi pour votre entourage, qui à un moment peut vous le dire, en fait, si tu n'es pas content, toi aussi, tu n'as qu'à prendre les choses en main et sortir. Alors, c'est important aussi de bien faire la part des choses, c'est que, surtout quand vous rentrez dans la phase de négociation, il y a un moment, en fait, votre conjoint va pas pouvoir plus vous aider que ça. Oui, il y aura le soutien, on te fait confiance, ça va y aller, etc. Mais c'est juste qu'en fait, il y a de l'affect, donc forcément, quand vous allez discuter de ce sujet-là,
bah, vous allez vous emporter, tu ne comprends pas, ou alors mais non, mais toi tu minimises les choses, ou au contraire, tu n'as pas vu ci et ça, parce que vous négociez pour votre avenir, ça impacte forcément vos proches, mais c'est votre avenir, c'est vous la personne qui est vraiment impactée en premier lieu. Et puis de toute manière, même si cette personne est déjà passée par là, et ça c'est un truc qui est dingue, c'est pas parce qu'elle est passée par là qu'elle sait exactement ce que vous ressentez, et c'est pas parce qu'elle est passée par là qu'elle sait exactement ce qu'il faut faire. Et c'est marrant parce que moi je suis passé par 2 ruptures conventionnelles, donc dans 2 boîtes différentes et 2 vraiment boîtes très différentes. Il y en a une c'était un mastodon et l'autre c'était plutôt une PME. Et finalement c'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout la même chose qu'il faut faire. Et la temporalité n'est pas la même, les exemples ne sont pas les mêmes, la pression n'est pas la même. Et ce qui est vraiment dur finalement, c'est que quoi qu'il arrive, votre conjoint ne sera là juste pour vous donner un peu de réconfort. Mais à aucun moment, ça va être une personne qui va être un atout dans la négociation. Finalement, le seul atout, c'est soi-même. Enfin, il faut se faire confiance, mais en même temps, si vous n'avez pas les arguments, si vous savez pas quoi répondre, si vous ne savez pas vers qui aller, bah, ça va vous prendre, comme moi, ça va vous prendre 9-10 mois. Quoi. Oui, vous allez parler avec quelqu'un qui a relativement peu d'expérience, peut-être qu'il a vécu une fois ou deux, et tant mieux, hein, c'est toujours ça. Mais même si vous faites le tour de vos amis et vos collègues, bah, ça fera toujours une expérience à chaque fois. Ouais. Et donc, vous n'allez pas trouver une personne qui a fait 10, 15, 20 ruptures conventionnelles. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, il y a aussi un sujet, c'est que même si vous avez déjà fait une rupture conventionnelle, la prochaine négociation ne sera pas du tout la même. Vous n'avez pas les mêmes protagonistes en face, c'est pas le même environnement, c'est pas la même situation, vous n'êtes pas la même personne. Et donc, en fait, il faut toujours tout reprendre à zéro. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut vraiment se mettre en tête, c'est se dire, on est de nouveau novice. Oui, on a de l'expérience, on gère peut-être un peu mieux ses émotions, on se connaît un peu mieux, mais en revanche, on ne connaît pas les profils qui sont en face, on ne sait pas comment ils vont réagir. Et ça c'est un truc à garder en tête. Et c'est ça qui est dur, en fait. En fait, en pensant savoir, souvent on se plante. Oui, parce qu'en fait, c'est un jeu où, si je comprends bien, on n'a pas vraiment le droit à l'erreur, parce qu'on n'a qu'une cartouche. Et après, si à partir du moment où ils sont convaincus que vous voulez une rupture conventionnelle et que finalement, vous ne savez pas comment aborder le sujet et que vous allez un petit peu maladroitement, hein, c'est pour ça qu'on travaille aussi pas mal les fausses idées. Moi, je dirais 2 choses là, avant de poser une prochaine question, c'est que soit on va aller vite, et du coup, soit on veut réfléchir, donc, et aussi, soit on se plaint, hein, soit on agit. Il y a un peu de 2 choses. Donc, si la situation ne convient plus, eh ben, on agit. Et si la situation nous convient suffisamment, après c'est une question de curseur hein, et de son confort et puis de son équation personnelle, soit on décide de rester dans cette situation, mais alors on arrête de se plaindre. Voilà, c'est un peu les deux choses. Mais bon. Donc on a le droit à qu'une seule cartouche dans ce jeu-là. Finalement, comment on gère, là, tu parlais de temporalité, là, comment on gère le temps par rapport à son employeur, parce que évidemment, on a face à soi une grosse structure, enfin au moins une personne morale, qui va regarder peut-être au trimestre, parfois même au semestre, voire sur plusieurs années, hein, sa politique RH. Donc comment on gère la temporalité quand nous, on veut partir, on serait bien parti dans 3-4 semaines. Quoi. Ouais, c'est sûr que on répète souvent, c'est quand vous pensez que c'est le bon moment, c'est que c'est déjà trop tard en fait, et quand vous pensez que c'est pas le bon moment, c'est qu'il faut y aller. Dès lors que la graine est plantée en fait, et qu'on se dit j'ai envie de changer ou j'ai envie de faire autre chose, il faut déjà se mettre en action parce que de toute manière, nous, tu le disais, c'est en face de nous, c'est une entité. C'est une personne morale. Donc en fait, c'est des employés qui vont défendre la boîte dans laquelle vous êtes. Vous êtes en train de défendre vous-même pour votre avenir. Donc forcément, une semaine pour vous, sans retour, sans réponse, sans forcément avoir obtenu ce que vous vouliez, c'est long. Pour eux, une semaine, on parle en trimestre, on parle en semestre dans des boîtes. Ils partent en vacances, un coup il y a des sujets prioritaires, et donc il n'y a pas le décisionnaire. Donc on peut vite perdre beaucoup de temps dans ce jeu-là. Et c'est ça qui est dur en fait, c'est de se dire je suis tout seul, en face de moi ils veulent pas, en face de moi quel est leur intérêt finalement de laisser partir, et en face de moi plus on attend et plus c'est sûr que ça va se déliter, que ça va jouer en ma défaveur. Donc, et en même temps vous de votre côté vous mettez la pression, il y a vos proches qui vous mettent la pression en disant mais ça fait 3 mois que tu m'en parles. Et vos projets de reconversion, boîte, changer de boulot et tout, se rapprochent. Et donc en fait, le plus dur c'est ça en fait, c'est de savoir finalement préparer un plan d'action et avoir jalonné tout ça pour se dire ok, j'ai un rythme et mon rythme, il faut que je le tienne. Et ça c'est super compliqué parce que c'est un peu comme en athlétisme ou en équitation quand ils font des sauts d'obstacles là où les haies et tout, il faut compter il faut mettre le rythme et il faut compter les pas pour pouvoir à chaque fois avancer. Et en fait il faut valider étape après étape. Pour enfin aller finalement sur le dernier round et puis là à ce moment-là on marchande et puis on voit comment on signe le papier. Mais avant tout ça, il y a tellement d'étapes et il faut savoir finalement se gérer et puis accepter aussi à certains moments que ça prenne plus de temps. Franchement moi
9 mois, enfin si on m'avait dit que c'était 9 mois, c'était... Tu l'aurais peut-être pas fait. Ouais, franchement, c'était... Ce qui était dur là-dedans, c'est vraiment de se dire, il y a un moment, il faut que ça lâche, quoi. Et le c'est truc- jamais gagné. Et c'est jamais gagné. Non, parce qu'il y en a un qui toujours parle, revenir. le protagoniste, il se rétracte, on vous dit non, mais ça va être possible, on vous fait croire, on fait formater, ah puis non, on attendra septembre, à septembre on te proposera autre chose. Mais surtout le truc en fait, c'est que finalement tu te rends compte que tu fais plein d'erreurs tout le temps. Et personne n'est là pour te challenger, savoir quelles sont les erreurs. Parce qu'en fait, une fois que tu as fait ton entretien, puis le deuxième, puis le troisième, et que tu vas parler avec des gens, tu sais pas ce qui est bon à apprendre, tu sais pas ce que tu as fait de bien, tu sais pas finalement ce que les gens t'ont dit, c'est intéressant ou pas. C'est ça qui est dur en fait, c'est que tu es toujours tout seul, tu es toujours perdu. Et donc en fait, bah, tu es en pleine forêt, seul dans le noir, avec une maglite de poche, donc tu vois que dalle. Quoi. Enfin, Ouais, on avance dans le brouillard et en plus, c'est vrai que surtout quand on a une échéance, et on voit beaucoup de cas comme ça, des personnes qui ont soit une formation qui commence dans 6 mois, ou alors ils doivent partir à l'étranger parce qu'ils ont une date de départ, ou je sais pas, en fait, tout simplement, bah, ils ont une promesse d'embauche, et donc, bah, en fait, dans 2-3 mois, il faut partir. Donc là, ce serait peut-être ma dernière question, ce serait qu'est-ce que ça change fondamentalement là, d'être accompagné, d'être, je sais pas, d'être coaché, d'être préparé par quelqu'un d'autre qui a du recul, dans cette démarche-là de préparer son départ et de négocier son départ avec son employeur. Bah, l'avantage, c'est qu'on bénéficie de l'expérience, on va vite, on a une méthode qui veut dire argument, objection, plan d'action, stratégie. On se prépare et quand on négocie, on n'est pas là la fleur au fusil en mode on découvre. Non, on sait déjà qui on est, on a étudié les profils qui sont en face de nous. Donc en fait, tout ça, ça permet d'être prêt, quoi. D'être prêt parce que finalement, il faut être prêt le jour J. Il y a des moments où c'est des curseurs à passer, il faut les passer. Donc vraiment, c'est ça. Ouais, et puis on sait toujours vers qui se tourner quand ça va et quand ça va pas. Et on n'attend pas que ce soit notre conjoint, notre conjointe qui paye les pots cassés ou pas. Finalement, ou lui devrait juste avoir la good vibes en mode je te soutiens et avoir la récompense c'est en mode ben, c'est bon, j'ai réussi à avoir la rupture conventionnelle. Mais tout le reste, il faut les épargner. C'est comme ceux qui préparent des marathons, on fait passer avec son conjoint, on va avoir des spécialistes. C'est comme ceux qui veulent finalement être accompagnés sur de l'art plastique, sur une reconversion, sur monter une boîte. On va avoir des gens qui sont experts, donc on va gagner vraiment du temps. Et donc finalement, si je devais conclure, il y a un moment il faut se dire ok, le présent il est vraiment tel qu'il est, c'est-à-dire qu'on est là, la situation, ok, l'avenir il est entre vos mains, il est entre nos mains, et donc il faut savoir aussi se préparer, et pour se préparer, il faut savoir accepter que finalement, les personnes qui sont passées par là, les personnes qui ont l'expertise, sont capables de nous faire aller beaucoup plus vite et surtout de toucher la cible directement. Quoi. Parce qu'au final, on veut le RC. Hein. La question, c'est pas de savoir si vraiment on veut y arriver, c'est de savoir si on veut mettre toutes les chances de son côté, ou alors si on se dit c'est pas grave, je prendrai 9 ou 12 mois. Et puis je ferai comme tous les autres parce que il y a quand même près de 500 000 démissions. 5 ou 6 fois plus de démissions que dans le rupture conventionnelle. Tous les trimestres. Et voilà, mais ça veut dire qu'on remet son projet futur à plus tard, où on se met un avenir qui sera différent de celui qui nous fait rêver. Voilà, ça commence par aller chercher cette rupture conventionnelle. Et donc, ça commence aussi par se dire que c'est pas impossible. Mais peut-être que seul, je veux dire, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc posez-vous la question, est-ce que vous voulez vraiment la rupture conventionnelle ?